Le 15 décembre 2023. Cette date marque la sortie du dernier long métrage de chez Aardman Animation, Chicken Run 2, la suite de leur tout premier long métrage sorti il y a 23 ans maintenant, le légendaire Chicken Run. Connu dans le monde entier pour son animation stop motion et ses personnages en pâte à modeler, ce studio à l'humour très british a su ravir petits et grands, et ce depuis des décennies maintenant. Vous voulez connaître son histoire? On va voir ça tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle histoire de studio d'animation. Studio qui m'a beaucoup été demandé, et à juste titre, car il est le tout premier de la chaîne avec comme style d'animation le stop motion, ou plus précisément le clay animation, soit l'utilisation d'argile ou de pâte à modeler, la signature iconique de ce studio anglais. Mais en attendant, chers amis, je voulais vous remercier pour le succès de ma dernière vidéo. Sérieusement, je m'attendais à ce qu'elle fasse 10 ou 15 000 vues comme à l'habitude pour ce format, mais elle a juste pété direct, c'est très cool. Bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne du coup. N'hésitez pas à vous abonner si le monde de l'animation vous plaît. On est presque à 30 000, c'est hyper frustrant, mais je sais que je ne les atteindrai pas avant la fin de l'année. Je croise quand même les doigts, on sait jamais. Sinon, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez en toute facilité liker, partager et commenter cette vidéo. Mais avant de passer au sujet principal, laissez-moi vous parler d'un partenaire qui me suit souvent dans mes histoires de studio. Et oui, vous le connaissez bien maintenant. Ce ne sont seulement pas des partenaires maintenant, mais clairement des amis de la chaîne. Il s'agit de Odoo et je vous en parle maintenant. Odoo est un logiciel de gestion tout en un, vous offrant l'opportunité de révolutionner la gestion de votre entreprise ou tout simplement vous permettre de faire vos premiers pas dans la création de votre premier site internet. Le tout gratuitement et à vie pour la première application choisie. Odoo est bien plus qu'un simple logiciel de gestion. C'est une suite intégrée comprenant une multitude d'applications pour gérer efficacement tous les aspects de votre entreprise, de la comptabilité à la gestion des ventes. Cette solution tout en un offre une approche flexible, adaptée aux besoins spécifiques de chaque entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Et oui, chers amis, si parmi vous se trouvent des auto-entrepreneurs, des freelances, des artistes et j'en passe, vous êtes concernés par cette offre. Un moyen parfait pour exposer votre vitrine, votre book ou vos créations à de potentiels clients, ou même juste votre sphère personnelle. L'un des grands avantages d'Odoo est sa flexibilité. Vous pouvez commencer avec les applications essentielles pour votre entreprise et ajouter d'autres fonctionnalités au fur et à mesure de votre croissance, le tout intégré dans une seule plateforme. La fonctionnalité la plus connue et que vous avez sûrement vu passer sur YouTube, c'est la création de votre propre site internet. Ultra rapide et simple d'utilisation. Odoo inclut également l'hébergement et le support à vie, ainsi qu'un nom de domaine personnalisé pendant 1 an. Mais rien ne vous empêche également de démarrer un essai gratuit, d'accéder par exemple aux services de facturation et comptabilité, et hop, vous pouvez dès lors gérer vos factures avec plus de facilité. Elle est pas belle la vie? Merci à Odoo pour m'avoir encore une fois suivi sur une histoire de studio. Afin de me soutenir gratuitement dans mon travail, rien de plus simple, cliquez sur le premier lien dans la barre de description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo, et laissez-vous guider dans la création de votre site ou toute autre fonctionnalité selon vos besoins. Sur ce, merci Odoo et bonne vidéo. Chers amis, plongeons-nous tous ensemble dans l'histoire d'un studio ayant marqué notre enfance de par sa patte graphique unique et son humour ayant même amusé nos parents bien avant nous. Un studio traversant les âges à travers ses films qui, bien que vieux pour la plupart d'entre eux, n'ont pas pris une ride. De quoi ne pas décevoir nos petits cœurs remplis de nostalgie à l'idée de revoir ces chefs-d'œuvre. Chers amis, laissez-moi vous raconter l'histoire de Aardman Animation. Générique. Avant de rentrer dans l'histoire fabuleuse de ce studio, j'aimerais tout de même ouvrir une petite parenthèse. Oui, ne vous inquiétez pas, je vais un jour sortir la suite de l'histoire des studios Disney. C'est juste que cette fin d'année a été très mouvementée, et l'histoire de Disney est tellement complète que ça me nécessite bien plus de temps. Et oui, bien évidemment, je compte bien sortir l'histoire de Ghibli un jour. Tout comme celle de Laika, Ankama, Bobby Pills, The Space Studios, Cartoon Network, Tat Production, Xylam, Nickelodeon, etc. etc. Ah, et aussi un remake de mon histoire de Pixar, parce que c'est juste honteux d'avoir sorti une vidéo de 19 minutes sur le sujet, alors que ça aurait mérité 1 heure. Dans tous les cas, une playlist est à votre disposition pour mater toutes ces vidéos sur ce thème-là. Enfin bref, vous êtes là pour celle de Aardman Animation, eh bien, soit, plongeons-nous dans un premier temps dans sa genèse.
Aardman Animation, également nommé Aardman Studios, ou tout simplement Aardman, est un studio d'animation britannique situé à Bristol, en Angleterre. Contrairement à mes autres histoires de studio, celui-ci ne possède pas de système pyramidal basé sur des entités cinématographiques existant depuis le début du XXe siècle, comme Disney, DreamWorks ou encore Blue Sky. Pour ce studio-là, si particulier, tout commença avec deux hommes, ou plutôt deux jeunes étudiants, Peter Lord et David Sporkstone. Peter Lord, né à Bristol le 4 novembre 1953, est aujourd'hui producteur, réalisateur, scénariste et animateur. David, né dans la même ville le 6 janvier 1954, tient lui aussi la même carrière professionnelle dans le domaine du cinéma. Et bien que nous manquons de beaucoup d'informations sur leur vie et leur jeunesse, je sais tout de même que leur aventure commune débute au lycée. La création de cet organisme à petit budget remonte à 1972 par ces deux jeunes étudiants alors qu'ils n'avaient que 18 et 19 ans. En pleines études d'architecture, leur passion commune pour l'animation et le cinéma les a poussés à créer des films d'animation expérimentaux avec des techniques artisanales de stop motion dans le garage des parents de Peter. Décidément, le cliché du grand studio d'animation né dans un garage a la peau dure. À croire que c'est un cheat code pour bien démarrer dans l'entrepreneuriat. Bref, leur première réalisation marquante est une série intitulée Animated Conversation qui utilisait des objets inanimés pour simuler des discussions. Ce projet leur a permis de se faire remarquer et de recevoir des commandes pour des publicités, ce qui a contribué à lancer leur carrière dans le domaine de l'animation. Et leur première collaboration commerciale se fait avec la BBC. Ouais, carrément. Vision On était un programme télévisé britannique pour enfants, diffusé sur BBC One de 1964 à 1976 et conçu spécifiquement pour les enfants sourds, un programme au rythme suffisamment lent pour que les enfants puissent lire les sous-titres. Les deux étudiants avaient pour but de leur fournir des séquences animées à base de dessins, de maquettes et de pâte à modeler, le tout en stop motion, seul moyen de l'époque à leur disposition. Et c'est de là que provient le nom du studio, Aardman. Je me suis toujours demandé ce que cela voulait signifier. Un nom de famille peut-être? Non pour le coup. Un mot latin? Une signification? Un mot propre existant? Rien de tout ça. Le nom de la société est tiré par l'un de ses premiers personnages. Un super-héros créé par Vision On en 1972. Peter Lord explique avec humour que le nom de la société est un pur jeu de mots sans réelle signification profonde. Il admet que ce nom, à la base un délire entre adolescents, est une fusion entre aardvark, que je vous écris juste ici, un mot africain qui désigne un animal, l'oryctérope du Cap. Ainsi qu'une fusion avec Superman, le tout parce qu'ils trouvaient le mot aardvark assez comique et qu'ils avaient besoin en même temps d'un nom de super-héros. Non mais vraiment, il y a zéro blague. Aardman Animation est ainsi devenu le choix définitif pour leur entreprise lorsque la BBC leur a demandé à qui adresser leur premier paiement. De son côté, David Sporkstone plaisante en expliquant que le choix du nom s'est fait par manque d'alternatives avec autant de A que le mot aardvark lorsqu'il était à l'école. Et bah, on n'avait pas tous les mêmes jeux dans nos têtes. Désolé, mais c'est quoi cette anecdote de zinzin? On dirait les anciens pseudos des youtubeurs gaming de 2012, choisis au pif et qu'ils assument plus trop aujourd'hui. Mais il faut quand même avouer que cette anecdote illustre bien le côté très fantaisiste et sans prétention de Aardman Animation. Mais revenons à nos deux jeunes animateurs. En 1976, le studio a été officiellement établi à Bristol, en Angleterre. Leur travail a gagné en reconnaissance au fil des années, notamment avec des séries télévisées comme Morph et des publicités créatives. Mais pour rentrer un peu plus dans le détail, Peter et David, en plus de travailler pour la télévision, se font également repérer pour des programmes d'animation plus adultes. On peut citer leur tout premier sorti en 1977, Animated Conversation, Down and Out, utilisant la réelle bande sonore provenant d'un bureau de sécurité sociale. But I'm sure that if you was to walk through that hostel and into the canteen and give them your money, they'd serve you a meal. But you don't need a ticket from us to purchase anything over there. Cette première œuvre n'est pas spécialement marquante et va parler à très peu d'entre vous. Mais je voulais tout de même lui offrir un petit point d'honneur, car cette création animée a contribué à définir le style d'Aardman, qui consiste à synchroniser les lèvres d'un personnage en pâte à modeler sur une bande sonore. Une sacrée prouesse à l'époque. D'ailleurs, je vous mets dans la barre de description la playlist contenant toutes les créations et les courts-métrages de chez Aardman. Soyez curieux. Une série
série de courts-métrages intitulée Conversation Pieces, commandée par Channel 4, permet également à nos deux fondateurs de Aardman de prospérer, gagner de l'argent et de la notoriété dans le milieu. Ils se permettent alors d'engager d'autres animateurs pour travailler à leur côté, dont Nick Park. Retenez bien son nom, on va en reparler très vite. On peut également parler de la série d'épisodes The Amazing Adventures of Morph, parue entre 80 et 81, toujours pour la BBC. Leur toute première mascotte, on peut dire. Il a même le droit à sa propre chaîne YouTube, toujours active aujourd'hui. Mais ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Après, Peter et David ne fournissent pas que pour la télévision. Ils rentrent également dans la cour des grands de l'industrie musicale en fournissant l'animation pour le clip de la chanson Sledgehammer de Peter Gabriel paru en 1986, ainsi que celui de la chanson My Baby Just Cares For Me de Nina Simone en 87. Mais s'il y a bien une date à retenir pour le studio Aardman en cette fin de 20e siècle, c'est bien 1989. Pourquoi cette date? Pour deux œuvres en particulier. La première s'intitule A Grand Day Out, ou La Grande Excursion en français, mettant en scène pour la toute première fois notre duo Wallace et Gromit, réalisé par Nick Park. Nick, intéressé très tôt par le monde de l'animation, est recruté par Aardman en 85. Il avait déjà commencé à travailler sur cette animation lors de son passage à l'École nationale de film et télévision de Beaconsville. On peut donc dire que ce duo de personnages aujourd'hui plus que célèbre est dû à l'imagination de Nick. En deuxième temps, et toujours réalisé par Nick Park décidément, sort Creature Comfort ou La vie des animaux en français, une succession d'épisodes formant une sorte de film au global, mettant en scène une série d'entretiens avec les animaux d'un zoo anglais. Habitués aux grands espaces et au climat propre à leurs espèces, ils commentent le logement, le régime alimentaire et bien sûr le climat anglais. Des interviews vraiment drôles et originales, nous offrant un aperçu plus prononcé du style de Aardman Animation. Yeah, well, it's reasonably comfortable, I suppose, this place, but, I mean, I've been in more comfortable rooms, yes. Les deux œuvres ont été nommées pour une multitude de prix. Mais c'est bien La vie des animaux qui vaut à Nick Park son premier Oscar et le prix BAFTA. Et donc ça y est, 1990, une nouvelle décennie pour Aardman Animation, et déjà un Oscar, ainsi que des personnages emblématiques, ayant déjà conquis le cœur du public grâce à un humour subtil et une technique d'animation originale et très bien maîtrisée. Aardman a acquis une renommée mondiale, et pour cela, il faut remercier Nick Park. Merci Nick. Et il ne s'arrête pas sur cette réussite. Il met en place de nouveaux moyens-métrages avec ce fameux duo, le premier étant Un mauvais pantalon, sorti en 1993 et d'une durée de 30 minutes. Et je suis sûr et certain que, comme moi, si vous êtes né dans la fin des années 90, ce moyen-métrage a été votre toute première expérience avec le studio Aardman. J'avais directement adoré ce duo comique. Je trouvais leurs gags hyper efficaces et leurs situations comiques toutes plus imaginatives les unes que les autres. Et puis, comment oublier ce putain de pingouin ? Le deuxième moyen-métrage, sorti en 95 et lui aussi de 30 minutes, s'intitule Rasé de près et marque la toute première apparition du personnage Shaun le Mouton, qui sera plus tard le héros de sa propre série. Bref, deux moyens-métrages ayant remporté eux aussi les Oscars du meilleur court-métrage d'animation en 94 et 96. Ouais, non, y a pas à dire, mais les années 90 nous ont régalé en termes de comédie britannique. Entre Mr Bean et Wallace et Gromit, on était servi. Je m'en souviens, j'avais toutes les cassettes VHS. Aardman Animation, fort de son succès, continue de produire des courts et moyens métrages d'animation, eux qui ont enfin trouvé leur indépendance dans le milieu. On peut citer Rex the Runs North en 93, Pib and Pog en 95, ou encore Le Cochon de Watt, réalisé par Peter Lord en 96. Bref, que de créations diverses en pâte à modeler, apportant diversité et matière au studio. Mais n'est-il pas temps de passer aux choses sérieuses? N'est-ce pas le moment de faire du cinéma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
1997 marque l'histoire du studio au fer rouge. En effet, cette année-là, Aardman Animation signe l'accord de partenariat le plus important de son histoire avec tout simplement DreamWorks SKG, le studio de production américain cofondé par Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg et David Geffen. Vidéo sur l'histoire de DreamWorks disponible dans sa playlist dédiée, tu connais. En décembre 1997, Aardman et DreamWorks ont dévoilé leur partenariat pour cofinancer et distribuer Chicken Run, le tout premier long métrage d'Aardman, qui était déjà en phase de pré-production depuis un an. Ce projet a marqué le début d'une collaboration étroite entre les deux sociétés, dont les membres se sont super bien entendus durant la production du film. 2 ans plus tard, Aardman et DreamWorks ont conclu un accord majeur d'une valeur de 250 millions de dollars pour la réalisation de 4 autres films prévus pour les 12 prochaines années. En parallèle à cet accord, leur premier projet commun a été annoncé, Le Lièvre et la Tortue. Mais ce film, basé sur la célèbre fable du même nom, a été mis en suspens 2 ans plus tard pour des problèmes liés au scénario. L'occasion alors pour ce fameux projet Chicken Run d'être le tout premier long métrage d'animation à sortir en salle, le 23 juin 2000 pour les États-Unis et le 13 décembre pour nous en France. Aardman Animation met enfin un pied dans le monde du grand cinéma, et ce, après 28 années d'existence. Comme mentionné juste avant, il est rare de voir un studio d'animation, qui plus est renommé, commencer ses activités dans le domaine du cinéma des années après sa création. À titre d'exemple, je pourrais citer Disney, mais le scénario est plus que compréhensible pour eux, car l'animation moderne telle qu'on la connaît est née en même temps que leurs activités, eux qui ont apporté le principe même de long métrage d'animation dans le monde cinématographique moderne. Mais pour les autres, leur création est souvent corrélée avec l'apparition d'un long métrage d'animation dans la foulée. Faut dire que chez Aardman, ce fameux contrat signé avec DreamWorks est vu comme une sacrée bénédiction et une aide financière plus que bienvenue. Mais bref, parlons plutôt du film. Chicken Run est un film d'animation en pâte à modeler franco-américano-britannique réalisé par Nick Park et Peter Lord. Oui, vous avez bien entendu franco, car en plus d'être produit par Aardman et DreamWorks, Pathé s'est aussi invité à la fête. En 1995, l'idée de Chicken Run naît lorsque les réalisateurs Nick Park et Peter Lord imaginent une histoire se déroulant dans un poulailler, mettant en scène des poules cherchant à s'échapper pour éviter un destin funeste. Cette comédie avait pour objectif de parodier de manière ludique le film emblématique La Grande Évasion de John Sturges, sorti en 1963. On y retrouve d'ailleurs de nombreuses références. Après avoir présenté cette idée à DreamWorks Animation, l'équipe a consacré 2 ans et demi à élaborer les personnages, l'intrigue et à développer le storyboard du film. Durant ces 18 mois de tournage ayant mobilisé 250 personnes, on s'attelle à la fabrication de centaines de têtes, de mains, de bouches, le tout en pâte à modeler. Les personnages du film sont ensuite moulés pour en faire du silicone afin de pouvoir appliquer plus facilement de la peinture. Ces bases en silicone recouvrent un squelette d'acier pour faciliter les mouvements d'animation. Et tout ce procédé, rassemblé image par image, est possible grâce aux outils technologiques mis en place par DreamWorks, qui eux de leur côté ont déjà réalisé Fourmise, Le Prince d'Égypte et La Route d'Eldorado. Je me souviens parfaitement de Chicken Run. Mes premières expériences avec le thème de la souffrance animale, l'élevage intensif, la mort aussi, faut pas se mentir. On a quand même 2 antagonistes assez marquants, surtout Madame Tweedy. Possible de la voir dans l'une de mes vidéos, celle-là. Vous savez très bien laquelle. Mais ouais, Chicken Run est un super film. À la fois beau, drôle, mature, impactant, et comme dit dans mon introduction, il n'a juste pas pris une ride. Comment le pourrait-il de toute façon avec son style d'animation lisse et toujours aussi bien maîtrisé. Lors de sa sortie en salle, le film rencontre un immense succès critique, public et financier. Pour un budget de 45 millions de dollars, il n'en rapporte pas moins de 227 millions, faisant de lui le film d'animation en volume le plus rentable de tous les temps. Un succès colossal pour un premier film. Une bien meilleure réussite que les premiers films de chez DreamWorks en tout cas. Le film obtient un score de 97% sur le site de critique Rotten Tomatoes, et les critiques s'accordent à dire que ce film tout public peut véritablement
véritablement plaire à tout le monde de par son humour, sa mise en scène et son doublage de qualité. Oui, parlons-en tiens. Je pense que la collaboration avec Pathé nous a permis, nous français, d'avoir un sublime doublage pour ce film. Je l'ai toujours maté en français. Et ça ne cessera jamais d'être le cas d'ailleurs pour toutes les autres productions de chez Aardman Animation. En clair, Chicken Run obtient des acclamations universelles et le public a plus que hâte de découvrir la suite des aventures du studio Aardman qui vient de prouver au monde entier la crédibilité de ce modèle d'animation qui est le Clay Animation. Et anecdote tout de même assez importante à souligner, mais l'Oscar du meilleur film d'animation est fondé en 2002 suite à la déception de la part des membres de l'Académie de ne pas avoir vu sélectionner Chicken Run lors de la remise de l'Oscar du meilleur film durant la 73e cérémonie en 2001. Et oui, avant 2002, l'année où Shrek remporte le trophée du meilleur long métrage d'animation, ce médium-là n'avait même pas sa place dans cette cérémonie. C'est ouf quand même cette histoire. On peut donc dire que le gagnant de 2024, qui ne sera nul autre que Spider-Verse, on va pas se mentir, bah il doit toute sa reconnaissance à des poulets en pâte à modeler, ça me rend fou. Ainsi, Aardman Animation marque son temps d'un saut d'argile, à une époque où le monde de l'animation est en plein bouleversement. Cela n'empêche pas le studio à produire ses films uniques et à ne pas se préoccuper des guéguerres entre studios d'animation. Pour lui, le chemin était tout simplement tracé et sans embûches. On fait un bond de 5 ans dans le temps en 2005, avec un deuxième long métrage ayant demandé, comme vous l'avez deviné, 5 longues années de production et plus d'une centaine d'animateurs sur le projet. Ce film, je suis sûr que vous l'avez vu ou que vous en ayez forcément entendu parler. Il s'agit de Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou. Et c'est après 10 longues années d'absence que le public peut enfin revoir ce duo, mais cette fois-ci sur grand écran. Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou, réalisé par Nick Park et Steve Box, est une parodie des films de monstres hollywoodiens, et aussi plus spécifiquement de ceux de la Hammer Film Production, une société de production britannique fondée en 1934 et spécialisée dans le fantastique, l'horreur et l'aventure. Dans ce film, on retrouve Wallace et Gromit, deux détectives amateurs, enquêtant sur d'étranges disparitions de légumes dans un village préparant son concours annuel. Ils découvrent alors un mystère lié à un lapin-garou vorace, menaçant leur précieuse récolte et leur communauté paisible. Ce film connaît un triomphe tant critique que commercial, engrangeant plusieurs récompenses prestigieuses, dont l'Oscar du meilleur film d'animation en 2006 face au Château ambulant et aux Noces funèbres. Cette victoire en fait le deuxième film de chez DreamWorks à remporter cette distinction après Shrek. Oui, car il ne faut pas oublier que ces films appartiennent également à DreamWorks. De plus, il devient le second film d'animation non américain et non réalisé par ordinateur à recevoir cet honneur, succédant ainsi au Voyage de Chihiro. Bon, pareil que Chicken Run, Wallace et Gromit ne fait que confirmer la grande maîtrise de Aardman dans son humour, son animation, la modélisation de ses personnages, sa bande originale, sa distribution vocale, le tout acclamé par la critique et le public. 95 et 79% sur Rotten Tomatoes et un score au box-office de 192 millions de dollars pour un budget de 30 millions. Non, vraiment, si vous ne connaissez pas ce film, juste foncez, c'est trop bien. Oh, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, foncez aussi voir les 3 moyens métrages de Wallace et Gromit. Ça vaut vraiment le coup et c'est facilement trouvable sur internet. Les années 2005 et 2007 marquent plusieurs événements marquants pour Aardman. Le premier est un incendie dévastateur survenu dans un entrepôt de stockage partagé par Aardman et d'autres sociétés à Bristol, ayant causé la perte de 3 décennies d'accessoires, de maquettes et de décors, beaucoup d'entre eux confectionnés par Codesticks, une entreprise basée à Bristol. Cet entrepôt servait principalement au stockage d'anciens projets, préservant ainsi la production des projets en cours à cette période. Nick Park aurait déclaré par rapport à cet événement, même s'il s'agit d'une collection précieuse et nostalgique, précieuse pour l'entreprise, à la lumière d'autres tragédies, aujourd'hui ça n'est pas une grosse affaire. L'année suivante sort un long métrage d'animation en préparation depuis 2 ans, le tout premier film d'animation de chez Aardman à avoir été entièrement réalisé par ordinateur. Et il s'agit de Souris City. His first time out of the house. What is this place?
It's an amazing world right under our feet. Souris City raconte l'histoire d'une souris nommée Rhodey, vivant dans un luxueux appartement à Londres, se retrouvant accidentellement transportée dans les égouts de la ville où il rencontre Rita, une congénère. Ensemble, ils tentent de déjouer les plans d'un malfaisant crapaud anglais, ennemi juré des rongeurs. Produit en collaboration avec DreamWorks, réalisé par David Bowers et Sam Phil, ce film a été entièrement créé en utilisant la technologie de l'animation 3D, se distinguant ainsi des méthodes habituelles de Hardman, qui se reposaient sur l'animation image par image avec de la pâte à modeler pour leur production antérieure. Et là, vous allez me dire, bah non Manu, tu vois bien que c'est de la pâte à modeler, t'es con ou quoi? Alors oui, on dirait, mais ça en est pas. Et ce choix s'explique pour plusieurs raisons. La première est avant tout un désir artistique de la part de DreamWorks, qui voulait de plus en plus mettre son grain de sel dans les productions de Hardman. Le studio anglais finit par accepter cette idée, car la deuxième raison est surtout économique. L'omniprésence de l'eau et des effets aquatiques dans le film aurait tout simplement rendu cette entreprise trop chère et compliquée à mettre en place. Ouais, et c'est de te démerder à faire un film en pâte à modeler, là où la majorité des scènes se passent dans des égouts. Après, le talent des équipes du film a fait que le rendu à l'écran donne réellement cette impression de stop motion, avec des personnages en pâte à modeler, faisant tout le charme de ce film, qui n'a cependant pas connu le même succès que les deux précédents longs métrages de Hardman. Pour un budget de 149 millions de dollars quand même, il rapporta au studio 178 millions. Un sacré four. Et c'est pas forcément la com qui a mal fait son job. Non, je m'en rappelle, on voyait beaucoup de pubs de ce film à l'époque. Ce qui n'a pas aidé, c'est sûrement le bouche à oreille rapportant la qualité assez discutable du film. Son humour parfois limite et son histoire moins impactante que Chicken Run et Wallace et Gromit. Le score sur Rotten Tomatoes n'est pas catastrophique, mais reste tout de même très en dessous de ce qu'on a vu précédemment. Et pour le coup, le film a vieilli, ça se sent. Toujours dans les événements notables de l'histoire de Hardman Animation, le New York Times annonce le 1er octobre 2006 que DreamWorks Animation et Hardman mettent fin à leur contrat juste avant la sortie de Souris City, invoquant des divergences créatives. La résiliation officielle du contrat intervient le 30 janvier 2007. Selon un porte-parole d'Hardman, le modèle économique de DreamWorks ne convient plus à Hardman et vice-versa. Mais la scission n'aurait pas pu être plus amicale. Ouais, officiellement, on part plus sur une prise de bec bien vénère, car comme expliqué tout à l'heure, Hardman s'est un peu énervé du contrôle créatif que DreamWorks essayait d'exercer sur le studio. Quant au studio américain, les raisons de la rupture de ce contrat sont purement économiques, car les films de chez Hardman n'ont tout simplement pas assez rapporté. Ah là là, sacré américain. Du coup, le contrat a été rompu sans remplir la promesse de livrer 4 longs métrages d'animation. En effet, un autre projet, initialement nommé Crude Awakening, était en cours de développement au studio et annoncé dès 2005. Cependant, suite à la rupture du contrat, les droits du film reviennent entièrement à DreamWorks. Vous l'avez deviné, ce film c'est Les Croods, sorti chez DreamWorks en 2013. Ouais, sacrée histoire. Et là, de nouveau plus rien côté ciné pendant 5 nouvelles années. L'explication se trouve en 2007 avec la signature d'un second contrat de partenariat, cette fois-ci avec Sony Pictures Entertainment. Cet accord mis en place suit le même cheminement que le précédent. Sony finance, coproduit et distribue les longs métrages de Hardman en échange de la bonne réussite financière de ses œuvres. En attendant, durant ces années-là, Hardman continue de produire du contenu avec dans un premier temps le court-métrage The Pierce Sisters qui reçut une vingtaine de prix dans les festivals d'animation autour du monde. Un court-métrage assez spécial, voire presque glauque, tu m'étonnes en même temps. Would you like some tea? On enchaîne en 2008 avec le projet réalisé par Discovery Channel, The Animals Save the Planet, une série de 10 épisodes très courts et humoristiques donnant des conseils sur la façon de mener une vie respectueuse de l'environnement. If animals can recycle, so can we. Un nouveau moyen-métrage mettant en scène notre duo iconique Wallace et Gromit dans une 4e production toujours réalisée par Nick Park, intitulée Sacré Pétrin. Il nous avait bien manqué. Franchement, je suis content d'enfin parler des plus petites productions dans l'histoire d'un studio. On sent que nous, Européens, on chérit d'autant plus nos courts-métrages d'animation originaux. J'entends par là que nos courts-métrages ne remplissent pas un désir marketing des personnages d'un film d'animation à succès. En général, des œuvres assez insipides et dénuées d'utilité. Genre un Noël façon Bad Guy.
Ouais. La même année, Hardman lance sa chaîne YouTube, présentant l'intégralité de la série télévisée Creature Comfort, la série Morph et des clips des films de Wallace et Gromit. Ils sont arrivés sur la plateforme 3 ans après sa création, je trouve ça ouf. Ils ont déjà senti le filon. D'ailleurs, si vous aimez le studio, allez faire un tour sur leur chaîne YouTube. Il y a de quoi vous contenter, je pense. Mais bref, on arrive en 2011 avec la sortie du tout premier long métrage d'animation en collaboration avec Sony Pictures Entertainment. L'un des seuls films que je n'ai pas vu de chez Hardman d'ailleurs. Mission Noël, les aventures de la famille Noël. Oui, je vous jure, c'est le bon titre. Temps de largage, 18 secondes, 14 par habitation. Mission accomplie. Coproduit donc par Hardman et Sony Pictures et réalisé par Sarah Smith, Mission Noël est à nouveau un long métrage entièrement réalisé en animation 3D. Le film raconte l'histoire de Arthur, le fils du Père Noël, qui le 24 au soir doit livrer le tout dernier cadeau oublié à une petite fille anglaise. Résumé vraiment très bref, car je ne me suis pas laissé convaincre d'aller le voir. À titre personnel, il ne m'a jamais vraiment attiré. Et je crois même que Sony n'assume plus trop ce film aujourd'hui. Ouais, c'est une première assez bizarre pour Sony Pictures, qui avait sorti auparavant Les Rebelles de la Forêt, Les Rois de la Glisse, Tempête de boulettes géantes et Les Schtroumpfs. Oui, bon d'accord, surtout des comédies familiales, il est vrai. Ouais, bon du coup, c'est une bonne continuité au final. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Sony, il obtient tout de même de bons retours de la part des critiques et du public, le jugeant comme un très bon film d'animation de Noël, touchant et sans prise de tête. Pour un budget de 100 millions de dollars, il atteint un score au box-office de 147 millions. On est encore une fois sur un échec de la part du studio. C'est pas non plus la catastrophe, mais un bénéfice de 47 millions n'est pas suffisant pour satisfaire Sony Pictures. C'est pas très grave, car Hardman a un projet en développement depuis 2007 quand même, un projet dont il croit beaucoup et qui se retrouve enfin concrétisé grâce au contrat signé avec Sony. Ce film, c'est Les Pirates, bon à rien, mauvais en tout. Hissez le pavillon. Remplissons ces coffres de putain rutilants. Adapté du livre The Pirates in an Adventure with Scientists de l'écrivain britannique Gideon Defoe, ce film signe le retour de l'animation en pâte à modeler pour le studio Hardman, faisant suite à leur précédent film en animation 3D, Souris City et Mission Noël. Réalisé par Peter Lord et Jeff Newitt, et dont le scénario a été écrit par Gideon lui-même, le film nous raconte l'histoire de Capitaine Pirate, en pleine période victorienne, avide de remporter le prix du Pirate de l'année, embarquant avec lui son équipage excentrique pour défier ses rivaux, en particulier la reine Victoria, obsédée par la conquête du monde et sa haine envers les pirates. Un film que j'ai vraiment bien aimé. Une direction artistique folle, de belles musiques, des scènes épiques, une belle lumière, beaucoup d'humour et un doublage français. Mouah, mama, quelle qualité! Pourquoi je fais l'accent italien, moi? Vous vous demandez sûrement si je suis toujours aussi mortelle que je suis magnifique. Je confirme. C'est dire, le film remporte l'adaptation en doublage 2012-2013, catégorie film d'animation pour notre doublage français. Sans compter la nomination à l'Oscar du meilleur film d'animation de 2013, édition remportée par Rebelle de chez Pixar. Pour un budget de 55 millions de dollars, presque la moitié de celui de Mission Noël, c'est juste délirant à ce niveau-là, il rapporta à Hardman et Sony Pictures la somme de 123 millions, soit moins que Mission Noël. Bon, je sais pas comment Sony a réagi face à ça, mais en tout cas de mon côté, j'ai été très content de retrouver la fameuse patte de Hardman. Je trouvais qu'il se dirigeait vers une mauvaise direction avec ses films d'animation en 3D. Petit détour vers les projets moins ambitieux du studio, mais les fondateurs de Hardman ont à cœur de préserver leur mascotte, dont Morph, présent sur leur chaîne YouTube. En octobre 2013, Peter Lord lance une campagne de financement sur Kickstarter. L'objectif de cette collecte est de réunir 75 000 livres sterling pour financer la création de 12 nouveaux épisodes d'1 minute mettant en scène Morph. Objectif atteint, faisant vivre à nouveau ce petit personnage en pâte à modeler. 2 ans plus tard, en prévision du 40e anniversaire de Hardman Animation, BBC One diffuse le documentaire télévisé A Grand Night In, The Story of Hardman. Un super documentaire qui m'a permis d'illustrer certaines parties de cette vidéo d'ailleurs. Il y a même la présence de personnalités connues du monde de l'animation, comme John Lasseter ou encore Matt Groening. Je vous mets le lien dans la barre de description. Toujours la même année sort un nouveau long métrage, mais cette fois-ci avec un personnage que l'on a déjà aperçu dans les
toutes premières créations de chez Aardman Animation. Il s'agit d'un petit mouton trop mignon, mais pas n'importe lequel, Shaun le mouton, le film. Pour survivre loin de leur prairie, ils vont devoir faire preuve d'imagination. Film d'animation franco-britannique, adapté de la série du même nom, et réalisé par Mark Burton et Richard Starzak. Il marque la première apparition de Shaun le mouton sur grand écran, avec un film alliant volume en pâte à modeler et animation 3D. Oui, je vous ai dit que le film était adapté de la série. C'est vrai que je ne vous en ai pas parlé exprès. Shaun le mouton est une série animée comprenant 170 épisodes de 6 minutes, créée par Nick Park. Diffusée du 5 mars 2007 au 16 mars 2020 sur BBC One, elle a également été diffusée en France sur TF1 dans l'émission T'es fou dès 2007, ainsi que sur les chaînes Ludo et Zouzou de France 3. La série met en scène Shaun, accompagné de sa bande de moutons, toujours prêt à le suivre dans ses aventures. Pour ce qui est du scénario du film, Shaun vit avec son troupeau dans la ferme d'un sympathique fermier myope. Déterminé à s'offrir des vacances, il met en place un plan pour endormir le fermier. Cependant, le stratagème fonctionne trop bien et le fermier se retrouve éloigné de la ferme. Accompagné de Bitzer, le chien de berger, et du reste du troupeau, Shaun doit se rendre en ville pour sauver le pauvre homme. Le film applique les techniques d'animation habituelles en volume, à base de squelettes métalliques, pâte à modeler, maquettes géantes, etc. À la différence près que de l'animation 3D s'ajoute à la production. Que les maquettes s'agrandissent pour permettre aux animateurs de se glisser parmi tous les petits endroits apparaissant à la caméra, rappelant un peu les premières productions Star Wars de l'époque. Le film explose les records d'attente du public et des critiques, avec des scores de 99% et 81% sur Rotten Tomatoes. Un film vraiment apprécié par les fans de ce petit mouton. Et pour un budget de seulement 25 millions de dollars, il obtient un score au box-office de 106 millions. Enfin de la rentabilité pour le studio, même à plus petite échelle. Le film a été nominé aux Golden Globes, BAFTA et Oscar 2016 du meilleur film d'animation. Franchement, bravo à lui. Après, difficile de gagner l'Oscar quand tu as vice-versa en face. En 2018, en dehors de la sortie des films, Aardman Animation annonce un transfert majoritaire des parts de la société à ses employés, un bon moyen de préserver son indépendance. Un système très bénéfique pour l'image du cinéma d'animation, qui peut souvent être entaché par des histoires d'argent, au profit des petites mains travaillant dans l'ombre des studios. Côté cinéma, on a une sortie d'un tout nouveau film original, qui vous dira forcément quelque chose si vous vous rappelez de l'histoire avec DreamWorks. Ce film, c'est Cro-Man. Excellent. C'en est fini de l'âge de pierre. Longue vie à l'âge de bronze. Cro-Man est un film d'animation franco-britannique, coproduit et distribué par Aardman, mais aussi Studio Canal et Lionsgate, réalisé par Nick Park lui-même. Il raconte l'histoire de Doug, un homme des cavernes vivant dans une époque préhistorique. Il se lance dans une aventure afin de sauver sa tribu de l'extinction par l'âge de bronze antique. C'est pas un film que j'ai spécialement aimé. Il est assez enfantin, mais je comprends tout à fait qu'il s'adresse à un public plus jeune. Il en faut pour tout le monde après tout. Mais ouais, c'est pas un film que j'ai retenu, loin de là. Mais il reste très beau à regarder par contre. Le travail de diversité des personnages, la lumière, le compositing, non, tout ça c'est très bien. Les critiques ont été bien moins sévères que le public, qui n'a pas l'air d'avoir apprécié non plus le film. Et pour un budget de 50 millions de dollars, il en rapporta tout juste 54,6 millions. Ouais, c'est comme si Aardman avait perdu des années de production dans le vide. C'est assez dommage quelque part, mais je suis certain que les équipes restent fiers de ce film. En janvier 2019, Peter et David, les deux cofondateurs de Aardman, publient un livre détaillant l'histoire du studio, intitulé A Grand Success, The Aardman Journey, One Frame at a Time. Très cool comme initiative. Et on sent encore une fois une relation de proximité entre le studio et les spectateurs. Faire des films c'est super, mais sortir des sentiers battus à base de séries télévisées, publicités ou encore livres, ça rapproche un peu plus le public envers le studio qui se veut accessible, familial et sans prise de tête. Ce livre rejoint son prédécesseur, The Art of Aardman, sorti en 2016. Côté film cette année-là, sort une suite au premier volet de 2015, Shaun le mouton. Et ça se ressent dans le titre de celui-ci, intitulé Shaun le mouton, la ferme contre-attaque. Shaun le mouton est de retour pour une rencontre d'un autre monde.
Toujours produit par Aardman et Studio Canal, il est réalisé cette fois-ci par Will Becher et Richard Phelan. Pour l'histoire du film, une rencontre avec une adorable extraterrestre amnésique, Lula, les entraîne dans une aventure folle pour la ramener chez elle. Mais tout n'est pas aussi simple car une organisation mystérieuse est à sa recherche. On part donc sur une histoire totalement déjantée qui plairont surtout aux plus jeunes. Moi, je ne l'ai pas vu personnellement. Je me souviens avoir vu les bandes annonces au cinéma, mais ça ne m'attirait pas plus que ça. Par contre, qu'est-ce que c'est mignon! Ça, je ne peux pas leur retirer. Ce deuxième volet est toujours aussi bien accueilli et récolte de super retours tant critiques que publics. Sean est un personnage de l'univers de Aardman qui n'a rien à envier au duo Wallace et Gromit. Les médias citent le film, toujours sans parole, riche en onomatopées animaliers et humains divers, regorge de trouvailles amusantes et multiplie les clins d'œil. Il obtient cependant un score divisé par 2 par rapport au premier opus, avec un résultat au box-office de 47,8 millions de dollars pour un budget estimé à 25 millions. Il a tout de même été nominé aux Oscars 2021, l'année où Soul remporta le prix. Nous sommes en 2023, à l'aube de 2024 à l'heure où je vous parle. Alors, que s'est-il passé chez Aardman depuis ces 4 années? Vous n'êtes pas sans savoir que le monde a été touché par une pandémie mettant à mal toute l'industrie du cinéma. Aardman Animation, ne faisant pas exception à la règle, ne pouvait se permettre de sortir quoi que ce soit de trop ambitieux dans cette période-là. En attendant, le studio a continué à travailler sur des collaborations avec divers partenaires pour des productions cinématographiques et télévisuelles. Comme quasiment rien n'a été annoncé officiellement, on peut se douter que le studio a probablement poursuivi ses recherches technologiques en termes d'animation, cherchant à améliorer et à diversifier ses techniques de création. Une chose est sûre, un film annoncé et confirmé en 2018 est en cours de développement chez Aardman. Une suite que les gens attendent avec beaucoup d'impatience. Une suite constituant la dernière grosse création de chez Aardman Animation. Chicken Run, la menace Nuggets. Chicken Run, la menace Nuggets, produit par Aardman, Pathé et Studio Canal, réalisé par Sam Phil, fait bien évidemment suite au premier du nom Chicken Run, sorti il y a tout juste 23 ans. Le film a eu un développement plus mouvementé que les autres productions du studio. On parle tout de même de 7 ans de travail. Déjà, contrairement au premier, il ne profite pas des subventions accordées par DreamWorks, à l'époque en contrat avec Aardman. Pathé reste cependant fidèle au poste. On a été très longtemps en guerre avec ces foutus roast beef, mais quand il s'agit de cinéma, on fait souvent la paire. Le film a donc été annoncé en 2018 et sa pré-production a débuté un an après. Et c'est en juin 2020 que Netflix annonce son rôle de distributeur du film. Vous aurez remarqué que les réalisateurs du premier volet, que sont Peter et Nick, ne participent pas à la réalisation de ce film, mais tiennent plutôt les rôles de producteurs délégués et consultants créatifs. Maintenant, petit jeu. À votre avis, quel compositeur de musique que j'adore gère la bande originale de ce film? C'est facile à deviner, j'en parle souvent sur la chaîne. Je vous laisse répondre dans l'espace commentaire. Et j'offre un cookie de Noël en pâte à modeler à tous ceux qui trouveront. Bref, le film se fait malgré la pandémie mondiale, se retrouve plusieurs fois repoussé, sans non plus que ça ait un impact trop important sur la production du film. Et c'est alors qu'enfin, le film est présenté en avant-première à la 67e édition du Festival du film de Londres le 14 octobre 2023. Ce que je sais par rapport à la distribution, c'est qu'avec toutes les années qui sont passées, forcément, les acteurs et comédiens ayant interprété les personnages du 1 ont bien vieilli. On ne retrouve donc pas les mêmes voix dans ce deuxième opus, que ce soit du côté de la version originale comme la nôtre en France. Je sais que ça avait déçu beaucoup de monde sur les réseaux. Enfin bref, aujourd'hui nous sommes le 15 décembre à l'heure où je vous tourne cette vidéo et j'ai regardé Chicken Run, la menace Nuggets. L'occasion pour moi de vous en parler un petit peu. C'est parti? Tu peux pas m'obliger à rester ici. Molly a traversé le fleuve. Après une évasion risquée de la ferme de Tweedy, Ginger a finalement concrétisé son rêve. Elle réside maintenant sur une île tranquille avec toutes les autres poules qui se sont échappées. Ginger et Rocky ont un enfant appelé Molly. Celle-ci grandit très vite et veut parcourir le monde, mais surtout découvrir ce qui se cache sur le continent de l'autre côté du rivage. Malgré le refus de ses parents, elle s'enfuit de son foyer et se retrouve capturée par des éleveurs de poules. Pour Ginger et son équipe, il n'y a pas une seconde à perdre. Il faut tout faire pour
sauver leurs congénères. La dernière fois, ils se sont exfiltrés d'un élevage de poules, maintenant ils vont devoir s'infiltrer. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien déjà, dans un premier temps, quel plaisir de les revoir. Ah, et d'ailleurs, je vous préviens tout de suite, je ne vais pas vous faire une critique détaillée du film. On est dans un format d'histoire de studio, donc je vais juste vous donner mon avis global. L'histoire est déjà plus moderne que le premier opus, et puis ses références dans les années 70-80, avec de nouvelles problématiques et un style d'humour plus remis à neuf, notamment par le personnage de Molly et des amis qu'elle rencontre. Le fait de retrouver Madame Tweedy, qui cette fois-ci est passée du business de la tourte aux nuggets au poulet, ça fait grave plaisir. Pour ce qui est de l'esthétisme, les personnages en pâte à modeler et silicone sont toujours aussi bien maîtrisés, mais sont bien plus magnifiés par les technologies modernes de caméra 4K, lighting et compositing. Les décors et les milliers de détails sur l'île sont super impressionnants et ont dû nécessiter des quantités astronomiques de matière. D'ailleurs, ce deuxième film est bien plus coloré et pop que le premier, qui est assez terne et se passant souvent de nuit d'ailleurs. Encore une fois, petit bémol sur les voix, mais ça au final, on finit par vite s'habituer. Mais aussi le scénario qui peut paraître redondant et déjà vu, ce qui offre moins d'impact que Chicken Run premier du nom. Après, c'est la nostalgie qui parle. En fait, le 2 se permet beaucoup moins de références au monde du cinéma, ce qui en faisait un peu la force du 1. Après, je peux comprendre que le réalisateur Sam Field a dû ressentir énormément de pression à la réalisation de ce film. Je cite ces mots, Chicken Run a traversé le temps et bercé plusieurs générations. Le plus dur était de trouver comment faire un nouveau film adapté à une nouvelle époque, sans dénaturer le projet d'origine. Mais s'il y a bien un combat générationnel que l'on retrouve dans ces deux films, c'est bien le girl power. On a des personnages féminins forts, tandis que les hommes sont relayés au rôle de comique. Ginger a toujours ce rôle de meneuse et elle se retrouve dans sa fille Molly, la nouvelle génération, plus énergique et pétillante, mais également plus naïve peut-être. Dans tous les cas, je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails du film. Je vous laisse l'occasion de le voir par vous-même. Il est dispo sur Netflix depuis aujourd'hui le 15 décembre. Mais une chose est sûre, c'est qu'il reflète toujours aussi bien l'ambiance et le caractère de ce studio. Un bon moyen pour moi de conclure cette vidéo. Aardman Animation nous a offert 23 ans de films d'animation et encore plus quand on se penche de plus près sur leur création. Aardman est un studio d'animation incroyablement talentueux et innovant. Leur approche unique de l'animation en stop motion, combinée à leur humour et leurs histoires originales, les distingue dans l'industrie du cinéma d'animation occidental. Leur capacité à créer des personnages attachants et des univers visuels stimulants, tout en offrant des histoires accessibles à tous les publics, est remarquable et le définit encore une fois comme un studio à part, en dehors de toutes les compétitions malsaines entre studios, éloignés de toute histoire de profit et de polémique. De plus, leur engagement envers l'artisanat et leur capacité à raconter des histoires qui touchent à la fois les enfants et les adultes font d'eux l'un des studios les plus appréciés dans le monde de l'animation. Il faut tout de même reconnaître beaucoup de ratés économiques parmi les films du studio. Mais là où réside aussi leur force, c'est dans cette capacité à rebondir, à rester attaché à leur mascotte et surtout à rester fiers de leur création. Le public le ressent et leur rend bien malgré tout. Une histoire récente m'avait d'ailleurs pas mal amusé. En gros, l'entreprise fournissant l'argile nécessaire à la création de leur film a fermé ses portes récemment. Tous les fans du studio se sont donc mobilisés pour trouver des solutions, jusqu'à ce que Aardman partage un communiqué pour rassurer tout le monde. Je trouve que cette simple situation résume bien la relation que nous entretenons le studio et nous. Aardman reste proche et accessible, de par sa communication, sa chaîne YouTube et la bonne humeur de ses fondateurs. En somme, Aardman Animation a su maintenir un niveau de qualité exceptionnel tout en continuant à innover et à divertir le public, ce qui en fait un pilier de l'industrie de l'animation. J'attends avec impatience leur nouvelle création et leur souhaite tout le bonheur du monde. Merci à eux de nous faire rêver à travers leur univers, riche en couleurs et en volume. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, comme d'habitude avec mes histoires de studio. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant à cette chaîne. J'aimerais vraiment atteindre les 30 000 abonnés, ça serait un super cadeau de Noël de votre part. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage et un commentaire. Encore merci à vous de me soutenir financièrement via ma page Tipeee disponible dans la barre de description. Et encore une fois, merci Odoo de m'avoir
m'avoir soutenu dans ce projet. Le lien est dans la première ligne juste en dessous et dans le commentaire épinglé. En attendant, chers amis, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année. Reposez-vous bien en famille, profitez de ces beaux moments et on se retrouve la semaine prochaine pour ma dernière vidéo de l'année. Un format qui vous a déjà plu et qui revient en force. Sur ce les amis, regardez des films d'animation, matez-vous Chicken Run 2 sur Netflix, tiens, appréciez les petites choses que vous aimez, mais surtout n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.